Voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière édition des parcours d'Intralien et ça portera sur les métiers du numérique. Donc, merci à tous nos intervenants pour leur participation. Pour rappeler un petit peu le principe, il y aura une première partie très rapide de présentation des intervenants. Ensuite, un deuxième temps plutôt de questions-réponses qui sont préparées à l'avance. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez intervenir pendant ce temps-là pour poser des questions peut-être plus spécifiques, rebondir sur les questions qui ont été posées, etc. Mais vous pouvez aussi le faire lors du troisième temps, qui est un temps d'échange, soit en salon, soit dans une salle commune, selon le nombre de personnes qui seront là à la fin. Voilà, donc si ça vous va, on va commencer par les présentations. Donc je vais laisser chaque intervenant se présenter rapidement en 1 minute. Qui démarre. Vas-y, Olivier. Ah oui, j'ai mon surnom plutôt perso là qui apparaît. C'est un surnom qui date de Nantes d'ailleurs. Je suis Olivier Astier, je suis product owner, c'est-à-dire product manager chez Dassault Systèmes sur une solution qui permet de dessiner sa maison en 3D très facilement. Une solution qu'on vend par exemple à des gens comme Ikea. Quand vous achetez une cuisine chez Ikea, vous la concevez dans un univers en 3D qui est actuellement fait par un concurrent, mais on est en train de les remplacer. Avant ça, j'ai été développeur, chef de projet, directeur technique dans une SS2I. Je ne sais pas si aujourd'hui on dit encore SS2I ou ESN, à développer des logiciels sur mesure pour des clients divers et variés, la Française des Jeux, Dassault Aviation. Voilà. Et ensuite, j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Exalid et qui fait des moteurs de recherche. Et donc, pendant longtemps, pendant une petite dizaine d'années, j'ai fait des moteurs de recherche. Celui dont je suis le plus fier, c'est gallica.bnf.fr. C'est la bibliothèque numérique française de la Bibliothèque nationale de France, qui a numérisé à l'époque 3 millions d'ouvrages, 6 maintenant, je crois, qui sont consultables dans une interface utilisateur où on peut tourner les pages et consulter vraiment du texte médiéval, du texte contemporain, du texte récent, avec un super moteur de recherche, donc je le disais. Et puis ensuite, j'ai conçu, inventé pour Dassault Systèmes qui nous avait racheté un moteur de recherche 3D. Là, j'ai une équipe de développement d'une vingtaine de personnes, un produit qui s'appelle OnePart et qui se vend bien à des Google, à des Airbus, pour que les ingénieurs puissent rechercher en 3D les pièces mécaniques dont ils ont besoin dans celles qui existent déjà dans leur organisation. Donc des métiers très variés au cours de cette carrière. Je prends la suite. C'est bon, on m'entend ? Ouais. Ok, ça marche. Donc moi, c'est François, je suis de la promo 2004. Alors, je vais présenter dans l'autre sens, du début vers la fin. Il faut imaginer en 2004, pour les étudiants actuels, on choisissait qu'une seule option. Et de toute façon, il n'y avait qu'une seule option informatique, un petit peu fourre-tout, et l'IA n'était pas à la mode comme aujourd'hui. Mais moi, j'ai été pris de passion pour ce sujet de l'intelligence artificielle, et donc j'ai récupéré tous les sujets possibles. Et puis ensuite, j'ai continué avec une thèse en machine learning. Et en un mot, je me suis bien spécialisé. Et après ça, j'ai enchaîné des postes dans des très petites structures, essentiellement des startups. La plupart n'ont pas survécu. Il y en a même une ou deux que j'ai créées et qui n'ont pas survécu non plus. Et donc là-dedans, j'avais des postes qui tournaient un petit peu autour de la R&D, mais c'est complètement multicasquette. Il faut imaginer qu'on touche un petit peu à tout. Donc j'ai fait du traitement des langues, des chatbots, de la data science, qu'on appelle aujourd'hui data science, architecture, mais aussi une dimension plus business. Plus récemment, donc j'ai enchaîné ça dans pas mal de boîtes, mais plus récemment, je suis revenu à Nantes dans une boîte plus grosse, plus connue, qui est iAdvise. J'ai été aussi product manager. Je sais qu'on est plusieurs product managers ce soir. Alors personnellement, je n'ai pas été convaincu par l'expérience, on pourra en discuter. Et puis là, depuis 1 an, je bosse sur un projet qui n'a absolument rien à voir avec notre formation d'ingénieur. Donc, je ne vais pas en parler. Et là, je reviens vers une carrière plus logique, a priori de l'accompagnement à l'innovation, mais je suis en recherche d'emploi. Donc, je ne peux pas encore dire avec certitude ce que je ferai bientôt. Je vais enchaîner. Donc, moi, c'est David. Donc, également promo 2004. On était ensemble, François, il y a un petit moment. Ouais. Et je confirme, on n'avait pas trop le choix à l'époque. C'est plutôt
l'absence de choix qui était remarquable. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2004 en Allemagne chez SAP côté R&D, donc développement produit sur la filière plutôt ingénierie logicielle. Et j'ai fait ça pendant 6 ans, donc dans un contexte plutôt international R&D. Puis j'ai enchaîné côté service parce que finalement, le contact client, c'était quelque chose d'important et ça nous manquait un petit peu côté R&D. Toujours chez SAP, je suis revenu à Nantes en 2016, intégrer les effectifs de Capgemini à Nantes pour continuer sur une trajectoire de directeur de projet digital, un peu fourre-tout aussi également, mais on pourra en débattre plus tard. Bonjour, moi c'est Cynthia. J'ai été diplômée beaucoup plus récemment en décembre 2018, donc je n'en suis qu'à mon premier travail. Je travaille chez Visa, Visa donc les cartes de crédit, et sur un logiciel en tant que product owner, product manager, voilà, comme Olivier. Et avant ça, j'ai fait des stages plutôt dans le domaine du conseil pour le secteur public, mais toujours aussi dans le numérique. Voilà. Et j'aime beaucoup ce que je fais et je travaille actuellement aux États-Unis. Voilà, j'ai fait un double diplôme sur la côte est des États-Unis, c'est pour ça que maintenant je travaille en Californie. Voilà. Ok, très bien. Donc, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter dans le numérique et ensuite dans vos domaines respectifs? Je veux bien commencer sur cette question. Donc, quand je suis arrivée en deuxième année à Centrale, il y avait une option projet qui a été lancée, qui s'appelle Hôpital numérique. Et le projet était fascinant. C'est genre, un peu comme la bibliothèque numérique d'Olivier. Si on voulait transformer tous les dossiers patients, on voulait les transférer sur un logiciel qui permettrait à tout le monde d'y accéder où qu'il soit, sans que ce soit papier. Et moi, j'ai participé à aider, entraîner les médecins et les infirmières à utiliser ce logiciel. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment horrible parce que le logiciel était très mal fait, il était très vieux et il ne prenait pas du tout en compte le fait que, par exemple, il y a beaucoup de médecins et d'infirmières qui n'ont jamais touché un ordinateur. Donc, il faut vraiment que ce genre de logiciel soit très simple. Et ça m'a frustrée, je me suis dit, mince, j'aimerais bien savoir qui est la personne qui est derrière les logiciels et qui décide à quoi c'est censé ressembler. Et qui décide pourquoi il y a tel bouton là et là. Et du coup, c'est pour ça que dans mon master aux États-Unis, j'ai décidé d'étudier le product management, le design utilisateur, tout ça. Parce que je voulais vraiment être au début de la chaîne, être celle qui fait les décisions, enfin, en tout cas en collaboration avec plein d'autres gens, pour que les utilisateurs finaux aient la meilleure expérience possible. Voilà. Et c'est ce qui me motive toujours aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez des logiciels qui vous frustrent, devenir product manager, c'est la meilleure façon d'être en contrôle de vos rênes. J'enchaîne. Donc, moi, j'ai expliqué pour le côté machine learning, j'aimais bien ça, j'aimais bien l'intelligence artificielle, l'algorithmique. Et par contre, ce qui m'a poussé vers les startups, c'est simplement que pendant ma thèse, j'ai monté une première startup avec des collègues. Et bon, c'était vraiment un coup d'essai très ambitieux par rapport à nos moyens, mais par contre, j'y ai pris goût tout simplement. Et donc, j'ai voulu retrouver cette ambiance. Et donc, je suis resté un petit peu enfermé dans ce milieu jusque-là. Alors moi, je vais démystifier un peu. En sortant de Nantes, j'ai fait quelque chose auquel je tenais beaucoup, qui était d'avoir un diplôme de gestion. J'ai fait l'équivalent du diplôme d'une école de commerce en un an, parce que je voulais comprendre le business, je voulais comprendre pourquoi on fait les choses. L'ingénierie, c'est bien, le business, ils ont tendance à aller ensemble. Sauf que ça m'a monté la tête, ça m'a complètement monté la tête. Et en sortant de ça, pour démystifier complètement, j'ai fait un an de chômage. Diplômé de Centrale et d'un petit MBA, j'ai fait un an de chômage parce que j'arrivais pas à mettre en rapport ce que je savais faire. Sortant de Nantes, je savais pas faire grand-chose, à vrai dire, parce que j'avais pas étudié l'informatique à Nantes. J'avais étudié d'autres choses qui me plaisaient moins. Je savais le business, mais la façon dont je me présentais, la façon dont ça marchait vraiment pas. 150 candidatures, enfin l'horreur intégrale.
jusqu'à ce que je revienne à mes premières amours, ce que je faisais à 12 ans dans ma chambre, de l'informatique. J'ai appris le langage qui me manquait pour être pertinent sur le marché du travail et roule. Et c'est à partir de là que j'ai pu dérouler une carrière où vraiment ma passion profonde, c'était l'informatique, mais pas l'informatique pour l'informatique, l'informatique qui sert à faire de l'ingénierie telle que je l'avais appris à Nantes et qui sert à faire du business tel que je l'avais appris en DESS de gestion. Ça a été pour moi un accélérateur de carrière, ces 2 formations académiques que j'ai eues. Mais à la base, mon outil d'expression, c'était le logiciel tel que je le faisais adolescent. Donc c'est cette passion que j'avais mise de côté en me disant c'est pas complètement sérieux, en me disant tu vas aller dans une grande école, tu vas avoir plein de diplômes, et qui a réémergé plus tard et qui m'a permis de vraiment faire carrière, une belle carrière. Et dans un domaine qui me parle complètement. Voilà. Donc j'enchaîne. De mon côté, moi, ce qui m'a poussé à m'orienter dans ce domaine-là, c'est l'intérêt tout simplement pour le numérique et comme étant aussi un vecteur de croissance et un vecteur important. Au début des années 2000, on parlait beaucoup de ça, même si ça n'occupait pas la place que ça a aujourd'hui. Et ensuite, poussé toujours par une curiosité de savoir comment ça marche. Donc, vraiment une culture d'ingénieur très fortement ancrée chez moi. Qui a rapidement, comme le dit Olivier, trouvé ses limites parce qu'une fois qu'on comprend comment ça marche, après on se dit ok, mais ça sert à quoi? Et s'il n'y a pas d'usage, il n'y a pas d'intérêt. Et donc c'est pour ça que j'ai rapidement évolué aussi sur des fonctions un peu plus transverses, un peu plus d'encadrement, au contact des clients surtout, pour retrouver du sens dans ce que je faisais. Ok, super. Donc, une question à laquelle vous avez déjà partiellement répondu. Au niveau des études que vous avez faites et des études que vous pensez être nécessaires pour s'orienter dans le domaine du numérique. Alors je vais peut-être être aussi là, on va peut-être être radical. En fait, on peut tout faire et rien faire pour y arriver. Il n'y a pas de parcours particulier. Je pense que ce qui nous caractérise aujourd'hui à notre époque, c'est surtout la curiosité, l'envie d'apprendre, parce que dans le numérique, tous les 3-4 ans, on se renouvelle complètement. Les technologies d'avant, ce sont plus forcément les technologies à la mode. Les méthodes aussi évoluent. Et donc, il faut constamment se remettre en question et surtout savoir prendre du recul pour rebondir et s'adapter à la situation. Finalement, ce qu'on voit et ce qu'on a vécu depuis un an, ce qui nous caractérise le plus, c'est notre capacité à s'adapter et en même temps à tirer des enseignements de ce qu'on a fait. Alors, je te rejoins complètement là-dessus. Et effectivement, il n'y a pas. Voilà, pour avoir vu plein de collègues dans mes équipes, de très bons développeurs qui sortaient en fait d'une formation complètement littéraire, voire en échec total, et qui se sont mis à ça et qui ont adoré. Voilà, il n'y a pas une étude particulière qui permet d'arriver à un métier dans le numérique. Par contre, il y a effectivement une constante qui est d'avoir envie de mettre les mains dans le cambouis. Vraiment, il y a beaucoup de bidouillage. Alors, pas au niveau product manager, évidemment, hein, mais pour les développeurs, beaucoup de bidouillage. Il faut aimer ça. Voilà, c'est le point commun, moi, que je vois à tous mes collègues qui réussissent. Ok, d'autres avis sur la question ou globalement vous êtes d'accord? Alors, moi, j'ai eu à évoluer dans des startups et dans des grands groupes où malgré tout, en termes de recrutement, il faut le dire aujourd'hui, il y a une dévalorisation des parcours universitaires au profit des parcours grande école qui restent hyper prégnants. Il y a plein d'exceptions, je suis d'accord. Il y a des gens qui ont étudié tout seuls. Il y a des gens qui ont réussi à faire des changements de carrière, comme tu le disais. Mais au global, quand il y a une pile de CV et il n'est pas toujours facile de trouver du boulot et on reçoit beaucoup de CV sur chaque annonce qu'on publie. J'ai eu à recruter pas mal de monde dans ma vie et voilà, on voit la taille des piles de CV. Il y a une préférence pour des profils plus standardisés, de grande école, de bonnes universités qui vont être systématiquement favorisés. Après, on va regarder aussi les beaux projets qu'il y a sur les CV
comme preuve qu'un profil atypique a su faire ses preuves ailleurs. Mais un profil entièrement atypique, sans aucune référence, va avoir du mal à passer dans des contextes un peu compétitifs. Pour parler de ça, c'est important de mettre en avant. Enfin, ça, c'est très français comme façon de faire. Enfin, aux États-Unis ou à l'étranger, personne ne connaît les écoles françaises. Donc, ce qui va vous mettre en avant, c'est les projets que vous avez faits pendant les cours, en dehors des cours, pendant vos stages. C'est hyper important de toujours les mettre en valeur. Et alors, le métier du numérique, vous parlez des développeurs, des chefs de produits. Moi, je pensais toujours que le métier numérique, c'était forcément être un développeur avant. Et je me rends compte maintenant qu'il y a plein de choses autour des développeurs qu'on peut faire et vous n'êtes pas obligé de savoir coder. Enfin, je pense qu'on a toujours appris à coder un petit peu, voilà. C'est partie de notre formation. Mais l'important, c'est juste de... Soit vous pouvez faire les programmeurs comme vous voulez, soit vous avez simplement la capacité de comprendre ce que les programmeurs font. Et après, vous pouvez faire chef de projet, chef de produit, plein d'autres métiers qui sont autour de ça. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en option informatique pour que ça marche, par exemple. Si jamais ça vous fait peur, vous pouvez très bien faire d'autres trucs plus business ou... Enfin, étudier quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà. C'est pas... Comme dit, il y a plein de façons d'arriver au même endroit. L'important, c'est que vous étudiez quelque chose, vous avez l'impression que vous allez apprendre quelque chose qui est utile pour vous. Et c'est pas forcément que du développement. Voilà. Juste, je voulais dire ça. Ok, super. Merci pour la réponse très complète. Une question un petit peu plus concrète par rapport à ce que vous faites. Généralement, quand on est en école, on a un petit peu du mal à se projeter et notamment d'imaginer quelle est la journée type d'une personne qui va travailler dans tel ou tel domaine. Donc, si vous réussissez à trouver une journée type ou une semaine type, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus J'ai envie de dire, il n'y a pas de journée type. C'est ce qui nous caractérise beaucoup, enfin, tout du moins, moi, ce qui me caractérise dans mon boulot, c'est qu'en fait, il n'y a aucune journée qui ressemble à l'autre. Et la constante, peut-être, dans ce qu'on fait, hein, on a souvent tendance à dire que le numérique, c'est un sujet où il faut pouvoir se concentrer, parce que c'est des sujets qui nécessitent pas mal de réflexion, tant dans la conception que dans la réalisation et dans l'exécution, notamment la validation derrière. Et au final, ce qu'on nommait de dire à beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le numérique, c'est que la communication, parler avec les autres, avec ses collègues, parler avec ses clients, parler avec ses utilisateurs, c'est l'un des points centraux finalement, et on passe beaucoup de temps, beaucoup plus qu'on le pense, à communiquer, à parler de ce qu'on fait, de comment on le fait et de ce qu'on a fait finalement. Et ça, c'est pour moi, on va dire, quand je regarde toutes les équipes que je peux manager, l'attente quand ils arrivent en début de carrière, c'est je vais faire un truc dans mon coin, on va un peu me laisser tranquille et ça va passer. Et au final, ils se rendent compte que plus de la moitié du temps, ils le passent à communiquer, à échanger, pour partager ce qu'ils font, mais aussi pour apprendre en passant. Et donc ça, c'est très très important et il ne faut pas, j'ai envie de dire, arriver bille en tête en se disant moi, je veux être, par exemple, développeur, je vais faire que du développement. Ou alors, je vais être chef de produit et je ne vais faire que parler à des utilisateurs ou à des équipes. Non, je vais aussi passer du temps à rédiger des documents, à formaliser des choses, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et donc ça, pour moi, c'est très important. Et dans la journée type, si on doit résumer, c'est à peu près la moitié du temps où on passe à communiquer, à échanger, et l'autre moitié où on passe à essayer de faire du travail de fond et de se concentrer sur ce qu'on doit faire à la fin de la journée. C'est très juste comme analyse. Et ce que tu appelles communiquer, le syndrome, c'est des réunions. C'est des réunions, des réunions, des réunions. La façon de... Ah oui, alors là, les réunions... La mauvaise façon d'organiser la communication, c'est les réunions. Et donc, je pense qu'on est quelques-uns à partager des agendas un peu de dingue où on considère qu'avoir 10 réunions dans une semaine, c'est une semaine avec peu de réunions, mais des fois des réunions avec 20 ou 30 réunions. Des semaines avec 20 ou 30 réunions, pardon. Ouais, et puis quand on se rappelle, en début de carrière, on avait l'impression de ne pas être important parce qu'on n'avait pas beaucoup de réunions. Et maintenant, ce temps-là nous manque.
Donc, j'adore la nouvelle valeur par défaut dans notre outil d'agenda partagé, où la durée par défaut d'une réunion est d'1 quart d'heure. Mais sinon, le credo et les jeunes développeurs, ils trouvent ça délirant. C'est 1 heure, une réunion, c'est 1 heure. Donc, on enchaîne les réunions d'1 heure. Et il Pour arrive faire que la peur, ils vont penser qu'on fait que des réunions. Alors, Non, mais il y a une réalité communiquer, ça ne là-dedans. veut pas dire faire des réunions, hein. Mais bien Oui. sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Il y a pas, effectivement, mais il y a un autre travers, à part les réunions, il y a aussi le travers du chat où on est tout le temps interrompu. Voilà, effectivement, il n'y a pas que des réunions, mais il n'y a pas que les réunions qui posent problème non plus. Ouais. Il faut savoir. Ouais. Peut-être Je voulais essayer résumer, ce qui d'apporter est un truc. important, c'est de. Ah oui, pardon, vas-y, Cynthia. Non, vas-y, finis. Je dis ce qui est important, c'est de savoir doser comment et à quelle fréquence communiquer. Parfois, ça ne sert à rien de s'envoyer des mails, il faut juste passer un coup de fil, et ça, on a souvent tendance à le sous-estimer. Et c'est aussi parfois inutile d'organiser une réunion avec 10 personnes quand on peut régler le point en appelant le collègue d'à côté. Et donc ça, c'est un apprentissage, je pense qu'on a tous un peu fait dans la douleur. Donc s'il y a un truc qu'on peut vous donner en chemin, c'est des réunions avec parcimonie. Je vais apporter juste un éclairage un peu plus concret. Qu'est-ce que je fais au jour le jour? Quel que soit le projet que je fasse, ça se passe toujours de cette façon-là. Moi, je suis chef de projet technique et chef de projet business dans mon équipe. Donc, le chef de projet business arrive et il dit j'aimerais bien, sur notre logiciel, j'aimerais bien qu'on ajoute ce genre de fonctionnalité. Ou alors, on travaille avec des API, j'aimerais bien qu'on rajoute cette fonctionnalité-là à l'API. Et moi, je vais une première réunion déjà pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut exactement, qu'est-ce qu'il essaye d'accomplir. Des fois, il vient avec une solution en tête, mais la solution, elle n'est pas faisable techniquement ou elle prend trop de temps et du coup, il faut la réajuster pour quand même arriver à ce qu'il veut, au résultat final, peut-être une façon différente. Parce que à tout problème, c'est pas des maths. Hein. Ce qu'on fait, c'est pas des maths. Il y a toujours plein de solutions différentes. Et il faut trouver la solution optimale en termes de ressources, de temps. Et tout ça, c'est des discussions, c'est voir qu'est-ce qui est plus important pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Et une fois que j'ai compris ça, j'essaie de le formaliser en tant que document de spécification, donc travail méthode agile. Donc on appelle ça des user stories. Et moi, je les fais relire pour être sûr qu'on s'est compris. Parce que des fois, entre ce que j'ai écrit et ce que la personne comprend, il y a un gros gap en communication. Et après, je montre ça aux développeurs. Les développeurs me disent si il y a tout ce qu'il faut dans les user stories ou s'il manque encore des détails peut-être auxquels je n'ai pas pensé. Si oui, je dois revenir à la personne qui représente le client pour avoir plus d'informations. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de réunions, parce que est-ce que tu comprends ce que j'ai compris, est-ce que c'est la solution qui te va, etc. Et à la fin, finalement, on fait le développement. Donc là, on se rencontre tous les jours, juste pour faire un point sur qu'est-ce que les développeurs ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, et est-ce qu'il y a des choses qui les bloquent. Et là, généralement, des fois, ils vont dire pendant que je développais, j'ai remarqué qu'on n'a pas pensé à ça quand on a pensé à la solution. Donc, c'est encore beaucoup de retours, de discussions, etc. Mais on développe comme ça, on continue. Et à la fin d'un sprint, donc par exemple, c'est 2 semaines, pendant 2 semaines, on a développé une fonctionnalité en particulier. Et on peut montrer au chef de produit business qu'est-ce qu'on a développé et il valide ou non. Normalement, il valide toujours, on fait bien les choses, mais il valide qu'on a tout bien fait. Voilà. Et donc, c'est un peu ça au jour le jour. Ce que je fais, c'est de la communication, des réunions, mais dans cet objectif-là, être sûr qu'on est tous alignés sur ce qu'on veut réaliser et qu'on le fait de la bonne façon pour l'entreprise et pour le client. J'espère que c'était clair. Tout à fait, tout à fait. L'aspect convaincre, par rapport à ce qui était dit au début, effectivement, on n'est pas enfermé dans sa grotte, on est en train d'inventer et de concevoir des trucs. Il arrive qu'on ait le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire, de vraiment s'asseoir et de réfléchir. C'est trop rare, mais ça arrive. Mais à la fin, il faut convaincre que c'est la bonne chose. Et une grande partie de nos métiers va être passée à s'aligner, comme tu le dis, et parfois même à convaincre des gens dont on sait qu'ils ne sont pas d'accord, et à essayer de les embarquer. Et notamment, je pense au temps
que prend l'alignement avec les gens d'en haut, avec nos execs, nos patrons, nos managers, nos dirigeants, qui ont besoin de comprendre ce qu'on fait, qui ont besoin de croire en ce qu'on fait pour continuer à nous donner les moyens. Il y a des projets qui sont soutenus, sponsorisés par les gens d'en haut, par les gens d'en haut, mais certains sont challengés en fin d'année quand il s'agit de renouveler les budgets. Si on n'a pas fait le boulot pour convaincre, pour expliquer qu'on existe, pour montrer la valeur de ce qu'on est en train de faire, eh ben, on aura moins de moyens l'année suivante. C'est con, mais des fois c'est comme ça. Donc une partie du boulot consiste à sans arrêt rendre tout le monde, toutes les parties prenantes conscientes de la valeur qu'on est en train de produire. Il y a un aspect vente de soi-même, de l'équipe, du produit, qui est une composante de nos boulots, je trouve. Sinon, il y a une autre caractéristique qui caractérise les métiers du numérique, je trouve, c'est cette question d'amélioration. dont tu parlais, Cynthia, juste avant. En fait, il y a l'amélioration du produit, mais il y a aussi à tous les niveaux la volonté de s'améliorer en tant qu'équipe, d'améliorer des choses, d'améliorer l'efficacité. Et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve vraiment en permanence dans nos métiers, peut-être plus que dans d'autres métiers. Voilà, on cherche les nouvelles méthodes et on se remet tout en cause. Ce qui fait que ce que disait David tout à l'heure, que tout change tous les 3-4 ans, c'est vrai que tout change, mais radicalement. Sans doute aussi à cause de ça, et grâce à ça, quelque part. Ok, très bien. Alors, je vais vous proposer de passer à la prochaine question si vous ne souhaitez pas rebondir sur ce qui a été dit. C'est aussi une question relativement pratique, c'est de savoir un petit peu quelles sont les qualités et les compétences indispensables, sans trop rentrer non plus dans les détails. Comme on disait, juste, je vais dire un élément, et après je ne sais pas les autres, juste ça. Comme une bonne partie de notre métier, c'est convaincre les autres que c'est la bonne solution, en tout cas communiquer, poser des questions. C'est important d'être curieux, d'avoir l'empathie et d'aimer ce qu'on fait. Enfin, choisissez pas de travailler sur un produit par lequel vous n'êtes pas passionné parce que ça va se sentir très vite. Vous êtes censé travailler en équipe généralement. Et quand on travaille en équipe et qu'on n'est pas motivé par ce qu'on fait, voilà, ça se reflète très vite. Voilà. C'est pas genre, c'est un truc individuel qu'on fait dans son coin juste pour toucher ses sous. Là, il faut arriver à motiver les autres. Et si on n'est pas motivé soi-même, c'est impossible. J'ajouterais aussi la capacité donc, à se remettre en cause et à trouver des compromis, parce que ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il n'y a jamais une bonne solution. On jongle avec des contraintes de différents types, donc des contraintes techniques, des contraintes de coûts, des contraintes de prévision de revenus. Donc il y a toujours des compromis à trouver. Il faut être capable justement de ne pas forcément camper sur ses positions, d'écouter tous les avis, de bénéficier de toutes les compétences, parce que le jeune développeur qui vient d'arriver peut avoir de super idées. Voilà, c'est un métier où tout le monde a son mot à dire. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose d'important à avoir pour bien réussir. Pour compléter, il y a une évidence. J'ai vu des gens qui venaient dans le numérique parce que c'était à la mode, sans avoir le petit côté geek, parce que c'est à la mode et qu'il y a de l'argent, sans avoir le petit côté geek et sans être à l'aise avec les technologies. Et malheureusement, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec les technologies et vouloir professer ça, vouloir produire, alors que soi-même, on a du mal à ouvrir Excel, à écrire une formule. Enfin, malheureusement, il y a évidemment une sélection à l'entrée sur... on peut être bon conceptuellement dans le développement logiciel, mais sans être vraiment geek. Il y a un moment où ça va pêcher, il y a un moment où ça va pas marcher, je trouve. Donc j'insiste là-dessus dans les processus notamment de recrutement ou d'orientation de carrière. Venez pas dans le numérique si vous n'êtes pas un minimum geek et à l'aise avec les technos, bien sûr. Il y a une évidence là. Les compétences, après ça dépend si vous faites du développement, faut savoir coder. Si vous ne faites pas de développement, vous allez surtout faire des présentations. Donc, moi, ce que je recommande, ce que j'avais fait un stage dans le conseil. Et en faisant du conseil, on apprend beaucoup à faire des présentations.
parce que c'est tout ce qu'on fait, on fait des PowerPoint à longueur de journée. Mais on apprend à faire des PowerPoint qui ont du sens pour le client, qui convainquent rapidement. Donc, savoir présenter, même là, à Centrale, vous faites des projets, ben, soignez vraiment vos PowerPoint. Faites en sorte que les gens, quand ils les regardent, quand vous présentez, les gens, ils sont intéressés. Et c'est pas juste des bullet points, enfin, des points bullets, là, des listes, non, des puces à listes. Essayez de vraiment faire du storytelling, genre, raconter une histoire, vraiment d'intéresser les gens. Voilà. Si vous faites ça déjà maintenant, ça va vous suivre après, ce sera toujours utile. Même dans mon interview, je me souviens, on m'avait demandé de faire une présentation sur un truc, et même 2 ans plus tard, les gens se souviennent de ma présentation maintenant. Ça les a marqués, et c'est une des raisons pour lesquelles ils me gardent, parce que je sais bien présenter les choses. Et même si des fois je comprends pas tout le technique, au moins quand j'ai compris, je sais bien le présenter. Et ça, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Donc travaillez vos compétences de présentation, c'est important. Et je complète, je l'avais en tête, j'ai oublié de le dire au coup d'avant, il y a la capacité à faire des démos qui va avec les PowerPoint, les presses, c'est bien, mais quand on a des produits, qu'on fait des produits, savoir bien faire des démos, c'est aussi une compétence qui fait vachement la différence et qui est beaucoup moins bien partagée. C'est encore beaucoup plus dur que de bien faire des presses. Je trouve les gens qui ont le talent pour faire des presses, moi je ne l'ai pas, pour faire des démos, pardon. Il y a plein de gens meilleurs que moi. Des fois, on s'ennuie pendant mes démos. Enfin, je travaille. Mais bien faire une démo d'un produit, d'une fonctionnalité, être capable de parler tout en faisant les manipulations, etc. Et un talent assez particulier qui démarque pas mal les gens, je trouve, dans notre monde. Je ne sais pas si David, François, vous estimez bon là-dedans, si vous voyez de quoi je parle. Je vois très bien de quoi tu parles. Et effectivement, non, la démo, c'est un exercice à part. Et pour rebondir aussi sur le côté présentation, donc c'est vrai dans des grosses boîtes dont vous avez l'habitude, c'est vrai aussi dans les startups. En fait, finalement, la première étape de la startup, une fois qu'on est lancé, qu'on a un début de produit ou même juste l'idée, c'est d'aller convaincre les investisseurs. Et c'est exactement le même problème, le même exercice de présentation pour convaincre, marquer, aller vite. Donc voilà, ça se retrouve aussi dans ce secteur. Les questions, c'est que à la fin ou Si les gens veulent poser des questions dès maintenant, ils peuvent. Et sinon, dans tous les cas, il y a un temps réservé aux échanges à la fin. euh, Donc, une question en lien avec la situation actuelle. Comment est-ce que la crise, elle affecte votre secteur et plus particulièrement vos missions? Moi, je travaille dans le secteur financier plus. Donc, soit c'est e-commerce, soit on a 2 pôles principaux, e-commerce ou alors in-store, donc retail en magasin. Donc, le e-commerce chez nous, il se passe très bien. Le Covid, pas de souci. En magasin, un peu moins, mais c'est en train de revenir. Et ouais, Visa, on est quand même. Enfin, dans mon entreprise, je pense, c'est un des secteurs les plus stables parce que, quelle que soit la crise financière qui se passe, les gens continuent à acheter des choses. Ils achètent peut-être un peu moins de choses, mais du moment qu'ils continuent à payer avec une carte de Visa ou à utiliser nos logiciels, nous, on se fait des sous et on peut continuer à bosser. Donc, j'ai pu garder mon emploi pendant la crise et d'ailleurs, personne n'a été viré dans mon entreprise. Donc ça, contrairement à Airbnb, Uber, Google, où ça c'était un peu plus flexible. Donc, ouais, les fintechs, c'est pas mal même en moment de crise. Voilà. Et mes missions n'ont pas changé particulièrement. Par contre, ah oui, grâce à ça, je peux travailler à distance. Voilà. Et ça, c'est une des choses positives qui me sont arrivées. Alors, le télétravail, c'est vrai que bon, c'est un lieu commun, mais c'est quelque chose qui était déjà très en place dans les métiers du numérique, justement, à tel point que d'autres départements de mon ancienne entreprise nous jalousaient totalement parce qu'on pouvait travailler très facilement. Et du coup,
tout le monde était prêt finalement, en tout cas dans mon ancienne entreprise, tout le monde était prêt à prendre le virage. Donc ça s'est fait très bien et voilà, ça marche mieux pour les développeurs que pour tous les autres métiers de l'entreprise forcément. Et puis je rebondis aussi sur ce que tu disais sur le e-commerce. Je confirme que le e-commerce marche très très bien avec, avec cette crise-là. Et moi, alors à titre plus personnel, forcément, le secteur est, puisque je suis en recherche d'emploi, je peux parler de ça, ça recrute beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Clairement, je vois une grande différence avec mes autres périodes de chômage. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un emploi en ce moment. Mais je ne suis pas très inquiet parce que c'est un secteur qui est toujours très porteur. Donc, ça va revenir. Moi, de mon côté, l'impact, il a été assez important parce que comme c'est une boîte de conseil de service, les clients réduisent leurs investissements pour aussi protéger leur situation et éviter de licencier. Donc ça aussi, c'est un truc important. Et nous, de notre côté aussi, on n'a pas licencié, même si on a subi une baisse d'activité relativement importante, un grand coup d'arrêt au printemps. Néanmoins, on va dire que dans le numérique, c'est un sujet qui est toujours porteur, que les entreprises ont toujours besoin d'investir. Et ce qu'on a vu d'ailleurs ces derniers mois, c'est que beaucoup de groupes, beaucoup d'entreprises ont saisi l'opportunité d'investir plus fortement pendant cette crise pour sortir premier finalement et avoir un avantage compétitif assez important. Donc ça finalement, ça rejoint complètement ce que François disait juste il y a quelques instants. Le numérique reste un secteur très porteur, ça embauche toujours beaucoup et relativement fort compte tenu de la situation. Hein. Quand on compare à d'autres secteurs, ça n'a rien à voir. Et dans les missions qu'on a, finalement, ce qui a beaucoup changé, c'est que les clients maintenant n'exigent plus qu'on soit assis sur leurs genoux pour travailler avec eux, mais ils acceptent qu'on soit de l'autre côté de la caméra. Et ça, quand ça nous évite de prendre le train et de traverser la France ou de traverser le monde, ça, c'est franchement appréciable. Après, il y a le revers de la médaille du télétravail généralisé, hein, qui est que finalement, on est quand même une espèce un peu grégaire. On a besoin de voir les gens, on a besoin d'être au contact d'autres personnes. Et moi, je le ressens dans mes équipes et même chez mes clients. Même si on arrive à travailler ensemble à distance, c'est pas la même chose. On a besoin, on sent que il manque un petit quelque chose, qu'on a besoin de se voir, qu'on a besoin d'être plus proche. Et ça, dans la collaboration au quotidien, c'est quelque chose qui, sur la durée, est quand même assez difficile à vivre. Et nous, on voit quand même chez pas mal de collaborateurs un impact psychologique qui est quand même pas négligeable. Et on voit que c'est une situation de stress qui est pas forcément facile à gérer. Et on le voit aussi notamment chez les étudiants qui arrivent chez nous. On a eu des étudiants qu'on a accueillis en stage, en télétravail, qu'on a vu que à travers la caméra et qui sont partis à l'école juste après. C'est pas forcément la meilleure manière de tisser du lien et on est toujours un peu frustré quand ça se passe comme ça et on espère tous que sur cette année, on pourra changer un petit peu l'approche. Donc ouais, nous, on est vachement moins à plaindre que vous. Le niveau d'activité reste bon, on touche nos salaires, on a des habitudes de travail qui font qu'on est plutôt à l'aise, vu notre expérience dans le fait de bosser à distance. Après, les cultures sont très différentes selon les boîtes, j'ai l'impression. Nous, on en a un stade où on n'allume pas la caméra, on se parle juste en audio. Je ne sais pas pourquoi. Bon, notre groupe fait ça. Et des fois, on se prend des énormes baffes avec une personne en particulier où un échange monte par mail ou par personne interposée parce qu'on ne se voit pas depuis longtemps. Effectivement, il y a des pertes de contact humain qui ont des effets délétères, mais ils sont plutôt ponctuels. Et si on a à plaindre, c'est vous les étudiants de maintenant qui êtes confrontés à une situation exceptionnelle pour l'entrée dans le monde du travail avec toutes ces incertitudes, le marché un peu moins ouvert, plus dur de tisser des relations, comme tu le disais, au cours des stages, etc. Moi, j'avoue que je vous souhaite vraiment plein de courage parce que les enjeux sont hyper spéciaux. Les enjeux sont hyper spéciaux.
Je suis d'accord pour le manque de contact humain et c'est super important, plus quand c'est votre premier boulot ou tout, de connaître les gens avec qui vous bossez. Après, moi, j'ai travaillé avec 2 autres équipes qui n'étaient pas du tout là où j'étais, qui étaient en Europe, au Colorado. Enfin, donc, ça dépend où vous bossez. Enfin, aux États-Unis, de toute façon, je sais pas. Même si vous allez au bureau, vous allez au bureau pour travailler avec des gens qui sont à distance. Donc, ça faisait pas grand-chose de différence. Et je sais pas s'il y en a vous qui savent, mais si c'est votre rêve de voyager et de travailler, c'est possible. Et si vous faites du télétravail, ben, c'est parfait. Moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis à Hawaï et je travaille à distance pour la Californie. Voilà. Et avant, j'étais en Utah ou j'étais à Las Vegas. Enfin, j'ai bougé un peu, voilà, toute seule de mon côté, tout en continuant en faisant mon boulot. Et j'aimerais bien continuer à faire ça à l'international. Et quand vous faites un métier dans le numérique qui peut se faire en télétravail, au contraire, par exemple, des métiers où il faut être dans le labo, il faut tester les choses, etc., bah, ça, c'est quand même pas mal. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment choisi le numérique. Ok, super intéressant. Donc, pour rejoindre un petit peu par rapport à la crise, etc., quelles évolutions vous pensez voir dans votre secteur dans les 3 à 5 ans à venir? Pensez ou aimeriez voir? Là, dans la finance, pour tout ce qui est digital, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui payent en cash voilà. Mais avec le Covid, plus personne ne veut se déplacer, plus personne ne veut donner de cash. Donc tout ce qui est paiement digital, mobile avec les smartphones par exemple, tout ça c'est en train de monter extrêmement. La fintech c'est un gros secteur. Mais je pense que dans notre secteur, ce qu'on va voir, enfin ce qu'on voit maintenant et ce qui va perdurer de toute façon, c'est le télétravail quasi généralisé, hein. Les entreprises ont compris que finalement les gens travaillaient pas si mal que ça quand ils étaient chez eux, hein, et que ça leur coûtait aussi moins cher. Ça coûte moins cher d'avoir des gens qui sont hors des bureaux, parce qu'il y a moins de loyers, il y a moins de dépenses, et finalement le boulot est quand même fait. Donc, je pense que là, l'évolution, elle est très, très claire. Le télétravail, tout du moins à temps partiel, va devenir la norme, est en train de le devenir. Et sur le secteur en tant que tel, ce qu'on voit, hein, chez toute branche, toute industrie confondue, c'est qu'on est sur une digitalisation qui s'accélère, hein. Donc, tout passe par le digital maintenant. De plus en plus, et donc on a de plus en plus de besoins. Et ce qui est intéressant, en même temps, c'est qu'on exige finalement des gens qui œuvrent dans ce domaine-là d'être de plus en plus polyvalents. On va pas. Il y a encore quelques années, on comprenait, on tolérait qu'une personne soit juste technique et ne comprenne pas un besoin utilisateur ou ait du mal à se projeter. Maintenant, finalement, la polyvalence du profil, la polyvalence de nos compétences est devenue presque un prérequis parce qu'il faut savoir comprendre un peu la technique, il faut savoir convaincre, l'expliquer, communiquer et en même temps traduire. Traduire soit à différents niveaux, soit entre un fonctionnel, un technique, soit entre le technique et le programme. Et donc, il y a toujours un peu cet aspect un peu couteau suisse qui prévaut et qui est de plus en plus demandé et exigé. Ouais, alors je rebondis aussi là-dessus. Donc effectivement, tu as la digitalisation des entreprises, alors, qui est déjà en marche depuis longtemps, hein. Les entreprises passent au numérique, mais c'est vraiment chaque métier qui se digitalise finalement. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Un autre truc que je vois aussi, c'est que cette digitalisation, je vais parler pour mon domaine de spécialité justement. Avant, c'était juste passer au numérique. Ensuite, il y a eu le phénomène de la data.
Et en ce moment, il y a le phénomène machine learning qui prend encore de l'ampleur, c'est-à-dire que la data, il n'y a pas une seule entreprise aujourd'hui qui ne... Il y a encore peut-être des entreprises qui gèrent mal leurs données, mais c'est des entreprises vouées à disparaître. Et on sent que ça va faire pareil pour le machine learning. Il y en a de plus en plus un petit peu partout. Distiller, ce n'est pas forcément des gros algos très compliqués, mais voilà, c'est de plus en plus... ça s'insinue un petit peu partout progressivement. Et puis une autre évolution aussi que je voyais, c'est lié à ce qu'on disait juste avant avec la crise. Comme vous, étudiants, vous allez avoir plus de mal à trouver un emploi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de petites créations, de petites entreprises, par des jeunes notamment, en sortie d'études. Donc ça, c'est autre chose que je vois qui est en train d'arriver. Mon domaine, c'est un peu comme Cynthia, est assez porteur. On est dans le retail en ligne, à essayer de convaincre des marchands de meubles et des marchands de cuisine qu'un univers virtuel va leur permettre de vendre plus de cuisine, parce qu'en 3D sur son ordinateur, on peut avoir une idée claire de à quel point son appart sera joli avec ce canapé ou ce tapis ou cette peinture. On est dans effectivement quelque chose qui est porteur en phase de Covid, porteur aussi dans une époque où l'AR, la VR se développe complètement, porteur parce que le e-commerce donne accès quand même à des étagères beaucoup plus longues. On a beaucoup plus de choix de canapés en e-commerce, donc il y a quelque chose de vraiment satisfaisant à pouvoir choisir parmi des milliers de canapés, ce qui serait impossible dans un magasin physique. Donc, nous, on est un endroit qui se développe aussi complètement avec le retail en ligne, avec des croissances à 2 chiffres. Ouais, le domaine du commerce, du e-commerce dans lequel je suis, il est extrêmement porteur et il se développe de façon extrêmement intense. Ok, vous souhaitez rajouter quelque chose là-dessus ou c'est bon pour vous? C'est bon? Ok. C'est bon. Donc une question, c'est pas une question piège, hein, c'est juste pour se renseigner un petit peu. Dans quelle mesure est-ce que vos entreprises prennent en compte tout ce qui va être enjeux sociétaux, donc pas que environnemental, mais également environnemental? Alors, c'est une question un peu piège, enfin pas, qui mérite un peu de nuance. Elle est super intéressante à ce titre-là. Euh, j'ai des copains et des gens de ma famille qui bossent dans des ONG qui ont vraiment la tentation de vouloir changer le monde, chez Médecins sans frontières, chez Oxfam ou, euh, d'autres qui s'engagent dans la politique parce qu'on veut changer les choses. Il y a le monde des grandes entreprises a souvent été perçu comme les méchants, ceux qui font mal en termes d'environnement, qui pensent qu'au pognon, etc. Et on a eu tendance à opposer les deux mondes. Euh, Petite anecdote sur le monde de la politique, par exemple, on a parmi nos illustres anciens un gars qui s'appelle Mathieu Orphelin, qui est diplômé de 1995, comme moi, on était coloc, et qui a été élu député En Marche. Il est en ce moment à l'Assemblée nationale. Avant, il était écolo. En 2017, il a fait le choix de l'engagement En Marche parce que c'était porteur à ce moment-là. Il s'est beaucoup fait charrier par ses copains écolo de gauche en disant mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans, qu'est-ce que tu vas foutre avec Macron, il n'est pas écolo, etc. Et il a dit un truc très important qui continue à le guider aujourd'hui: je préfère essayer de changer les choses de l'intérieur. C'est bien beau de protester, c'est bien beau d'être sur le côté, mais je vais faire l'exercice du pouvoir pour essayer de faire changer les choses dans le domaine, en ce qui le concerne, environnemental, un peu social aussi, un peu gouvernance. Vous connaissez les 3 valeurs du développement durable: environnement, social et gouvernance. Dans nos boîtes, c'est pareil. On peut se dire, je veux pas... Moi, j'ai toujours refusé de bosser chez un marchand d'armes. Il y a 2-3 secteurs dans le pétrole, etc., dans lequel j'étais vraiment opposé, mais dans tous les autres, je me disais, je peux tenter de faire changer les choses de l'intérieur. Dans ma boîte, j'ai réussi à faire baisser la quantité d'avions qu'on prend pour aller voir les clients, pour remplacer ça
par des Zooms, par exemple. Et aujourd'hui encore, ma boîte fait beaucoup d'efforts grâce à la pression sociale, grâce à la pression des employés, pour devenir plus exemplaire dans la façon, même les boîtes du numérique polluent. Notre rapport annuel, il fait très peur. En tant que moi, en tant que professionnel d'Assosystème, j'aimais 10 tonnes par an. 10 tonnes, c'est beaucoup plus que ce que j'aimais à titre perso, à titre pro. Les ordinateurs qu'on nous fournit, les data centers, les voyages, le chauffage de nos bureaux, tout ça émet 10 tonnes. C'est un chiffre monstrueux, c'est un chiffre énorme. Ça aussi, on est en train, maintenant qu'on le mesure, et d'ailleurs, c'est un domaine d'activité dans lequel on se développe, on essaye de fournir les outils de la transition en permettant aux gens de mesurer, aux entreprises de mesurer combien elles émettent. Eh bien, voilà, de l'intérieur, on a l'espoir aussi de faire changer les choses, même si on n'est pas chez les bons, chez les Oxfam, chez les Médecins sans frontières ou à l'Assemblée nationale, en essayant de faire changer les choses d'une autre façon. Pour aller plus loin, je pense que maintenant, il y a aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus, non pas sur l'organisation, le cadre, comme le disait Olivier, mais également dans ce qu'on fait au quotidien. Et on parle beaucoup d'éco-conception, finalement, alors que on disait souvent, enfin on essayait souvent, il y a encore quelques années, de faire marcher quelque chose coûte que coûte. Maintenant, il faut que ça soit performant, que ça consomme peu de ressources, peu de CPU, peu de RAM, peu de ceci, peu de cela, justement pour pouvoir économiser l'énergie dans les data centers. Donc c'est notamment chez les chefs de produits, c'est un peu casse-tête parce qu'à chaque fois on leur dit oui, on pourrait le faire, mais ça va être gourmand, donc peut-être qu'on ne le fera pas comme ça. Et c'est souvent des enjeux qui sont relégués au second plan, mais qui prennent de plus en plus d'importance. Ils sont bien intermédiés par la facture AWS, enfin la facture du fournisseur, Ouais. qui est en fait la mesure de ton impact, justement CPU RAM et de ton impact environnemental. Du coup. Ouais. Donc ça se mesure bien, et ce qui se mesure bien se manage bien. Mais d'un autre, ce que je disais par là, c'est que on n'est plus, on est encore très, très fortement dans le constat et dans la mesure, mais on en dérive des actions beaucoup plus en amont sur la conception finalement des logiciels, des solutions qu'on met en place. Donc, pour reprendre ce que disait François tout à l'heure, on est dans l'amélioration continue, mais sur tous les aspects, sur comment on fait, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, parce que la meilleure économie, c'est l'argent qu'on ne dépense pas, donc la fonctionnalité qu'on ne réalise pas. Ça, c'est une bonne réflexion de priorisation pour un produit, pour un chef de produit. Juste ajouter que, à nouveau dans le domaine des startups, l'innovation aujourd'hui, son moteur, c'est le développement durable. C'est-à-dire que tous les programmes de soutien à l'innovation ont une composante développement durable. Toutes les boîtes qui communiquent aujourd'hui communiquent autour de ça. Et ce que disait Olivier tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire que il n'y a plus d'opposition entre le développement durable et le capitalisme, disons, de manière générale. C'est tout à fait accepté aujourd'hui et de plus en plus, en ce moment, de mieux en mieux en ce moment, qu'on gagne de l'argent en essayant de changer les choses pour le mieux. En développement durable et tout, je ne revois pas trop ici aux États-Unis. Complètement. Et je peux peut-être plus parler sur le côté social. Je sais qu'ici, les grosses entreprises comme la mienne essaient toujours de faire d'un côté, dans le recrutement, ils ont des programmes spécifiques pour les personnes qui viennent de certaines minorités, donc pour leur faciliter un peu le processus de RH. Et au niveau produit qu'on va offrir aux clients, non, je sais aussi qu'ils participent à des programmes d'incubation, par exemple, pour des startups. Des startups, par exemple, qui sont uniquement gérées par des femmes. Là, ils m'ont sélectionné en mentor, je ne sais pas ce que je vais faire, mais ils essaient vraiment de s'investir dans la communauté en général pour faire du mentorat. Et en termes aussi de produits qu'on offre, Visa, on offre des choses aux grosses entreprises, mais aussi aux petites entreprises. Alors Square, peut-être vous connaissez Square, ils le font encore mieux que nous parfois. C'est quand vous allez par exemple au marché de Noël et tout, quand vous payez le marchand, généralement ils ont un petit device qui leur permet de payer facilement. Donc tout ça, c'est des petites choses, vous ne vous rendez pas compte que vous allez payer en tant que consommateur,
mais il y a toute une suite de produits qui sont offerts pour les petits business et ils ont des besoins particuliers, ils n'ont pas forcément beaucoup de sous à investir et il faut toujours adapter l'offre par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et, et ouais, c'est cool de savoir qu'on soutient l'économie de cette façon-là. Voilà. Ok, vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet? Non? D'accord. Donc, on va passer à une autre question. Par rapport aux perspectives d'emploi, on en a déjà un petit peu parlé. Comment vous voyez les choses à l'instant T pour les jeunes diplômés? Est-ce qu'il y a des secteurs ou des postes en particulier qui vont recruter plus que d'autres? Toujours dans le domaine du numérique. Je parlais du machine learning tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est prêt pour durer un petit moment. Après, ça ne va pas non plus recruter à tour de bras. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que des spécialistes en machine learning dans le numérique. C'est juste pas possible. Donc, ça reste une niche quand même. Mais effectivement, à mon avis, c'est quelque chose qui devrait recruter pendant assez longtemps de façon assez soutenue. J'approuve, ouais, c'est des profils. Pardon ? J'approuve, c'est des profils recherchés, pas faciles à trouver. Il n'y a pas énormément de formation dessus, pas énormément de gens expérimentés. Donc c'est une vraie belle niche. Il y en a une autre, c'est les DevOps, la façon dont tu déploies tes développements sur des infra-cloud de façon semi-automatisée. Il n'y a pas énormément d'expérience, c'est récent, ça a 5 ans. Donc les profils DevOps, ça s'arrache. C'est aussi une belle niche. Complètement, oui. Et puis, il y a des variations autour du DevOps, justement. Donc, le MLOps, on est un exemple. En fait, tout est parti de mettre du code en prod de façon facile, continue, etc. Et maintenant, c'est mettre quelque chose de très spécifique en prod de façon continue, etc. Donc, il y a je ne retrouve plus mes mots, mais bon, voilà, il y a des variations autour de ce sujet. Oui. Ok. Ouais, juste pour, par exemple, sur le fait chef de produit, je sais pas comment c'est en France, moi je trouve ça assez difficile. La plupart, ici, généralement, ils préfèrent l'expérience au diplôme. C'est l'inverse de la France. Du coup, quand on sort, même si on a 2 masters et tout, du moment qu'on n'a pas d'expérience, ça ne les intéresse pas trop. Et il y en a ce qu'ils font, bah, ils font développeur, et après, de développeur, ils deviennent chef de produit, par exemple. Product manager, product owner, voilà. Ou alors, si vous faites des études plus de business, ça permet de transitionner plus. Donc, moi, je pense que c'est bien, du moment que vous faites des stages dans à peu près dans le conseil ou dans le domaine du numérique, etc., enfin, qui simulent un peu ce que vous allez faire après au travail, je pense qu'il y a plein de, enfin, il y a beaucoup de postes disponibles. Ouais. Je confirme ce que je vois moi de mon côté sur la partie conseil, service et même chez nos clients finaux. On va dire que là, sur 2021, tout le monde se prépare pour une reprise et les objectifs de recrutement sont assez importants, souvent même plus importants que les années précédentes parce qu'il faut résorber un peu le trou de l'an dernier. Donc, je pense que les perspectives d'emploi là, pour les diplômés de cette année, elles sont plutôt bonnes, voire très bonnes. Et sur les secteurs qui recrutent, il y a pas mal de recrutement dans le service, tout ce qui est service, parce que quand on parle de digitalisation, on est beaucoup sur du service, beaucoup moins côté industrie et manufacturing, même si c'est un sujet quand même, un secteur qui reste porteur sur le numérique, parce qu'ils ont un retard assez important à combler sur la digitalisation. D'accord, bon, bah, merci pour vos réponses. Je vais arrêter l'enregistrement.